Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouveau résumé de livre. Aujourd'hui nous allons aborder le livre « L'Axe du loup » de Sylvain Tesson. Gagne du temps en écoutant le résumé des chapitres et apprends des exemples et des conseils liés à ce livre. Sylvain Tesson est un écrivain, voyageur et aventurier français, né en 1972. Il est connu pour ses récits de voyage et ses réflexions sur la solitude, la nature et l'errance. Géographe de formation, il a parcouru le monde à pied, à vélo, à cheval et en escaladant des falaises. Parmi ses œuvres les plus célèbres. Dans les forêts de Sibérie, 2011, où il raconte son expérience de 6 mois de solitude dans une cabane au bord du lac Baïkal. Ce livre a reçu le prix Médicis Essai. Sur les chemins noirs, 2016, récit de sa traversée de la France à pied après un grave accident qui l'a laissé lourdement blessé. La Panthère des Neiges, 2019, où il accompagne le photographe Vincent Munier au Tibet pour observer la Panthère des Neiges. Ce livre a remporté le prix Renaudot. Sylvain Tesson est reconnu pour son style à la fois poétique et incisif, sa vision du monde mêlant contemplation et aventure, et son goût pour la liberté et l'isolement. Introduction. Sylvain Tesson est un écrivain voyageur dont les récits mêlent aventure, contemplation et quête de liberté. Dans l'Axe du loup, publié en 2004, il entreprend un périple inspiré des évadés du Goulag qui, après s'être échappés des camps soviétiques, parcoururent des milliers de kilomètres à travers la Sibérie, la Mongolie, la Chine, l'Himalaya et l'Inde pour retrouver la liberté. Tesson refait leur trajet, seul, à pied, en s'imposant une vie de dépouillement et d'endurance, traversant des paysages hostiles et magnifiques. Dans ce premier chapitre, l'auteur pose les bases de son voyage et nous plonge immédiatement dans sa vision du monde, une quête de liberté brute, loin du confort moderne et des contraintes sociales. Son écriture, précise et évocatrice, nous transporte dans ces immensités glacées où chaque pas est un acte de résistance. Chapitre 1, l'appel du vide. Dès les premières pages, Sylvain Tesson plante le décor, la fuite. Pas la sienne, mais celle de milliers de prisonniers du Goulag. Il évoque le célèbre récit à marche forcée de Sławomir Rawicz, où un groupe de détenus polonais s'évade d'un camp de Sibérie et parcourt des milliers de kilomètres jusqu'en Inde. Tesson ne se contente pas de raconter cette histoire, il veut la revivre dans sa chair. Il décide de suivre leurs traces, de partir sans autre bagage que son sac, ses cartes et sa volonté. La Sibérie est son point de départ, une terre de froid et de silence. Il décrit les immenses forêts de taïga, les rivières gelées, les villages isolés où le temps semble suspendu. Contrairement aux prisonniers qui fuyaient avec la peur au ventre, lui choisit volontairement cette errance. Il veut retrouver ce qu'il appelle « l'âpreté de l'existence », cet état brut où l'homme n'a d'autre choix que de s'adapter ou de disparaître. Là réside une des premières leçons du livre, la nécessité de se confronter à l'inconnu pour mieux se connaître soi-même. En abandonnant le confort, en marchant seul dans des paysages hostiles, Tesson s'impose une discipline qui, paradoxalement, lui procure une liberté totale. C'est un message clé du livre, la liberté ne s'achète pas, elle se conquiert à force de volonté et d'effort. Au fil du chapitre, l'auteur s'attarde sur les préparatifs du voyage. Il n'emporte que l'essentiel, un bon sac, des vêtements adaptés, des cartes topographiques et un carnet. Il dort sous la tente ou chez des habitants rencontrés en chemin. L'important n'est pas le confort mais l'autonomie. Il conseille d'adopter une approche minimaliste, chaque objet doit avoir une utilité réelle. Cette philosophie du dépouillement, héritée des grands explorateurs, est une manière d'épurer sa vie pour se recentrer sur l'essentiel. Puis vient la marche. Lente, régulière, presque méditative. Tesson décrit la sensation du froid qui mord la peau, la solitude qui enveloppe les étendues blanches, le bruit du vent dans les branches givrées. Il s'imprègne de l'immensité sibérienne et de son silence absolu. Il n'y a pas de musique, pas de distraction, juste le bruit de ses pas et le souffle du vent. Dans cet état de dépouillement total, l'esprit se libère. L'ennui n'existe pas, car chaque instant est une lutte contre les éléments et une exploration de soi-même. Un autre enseignement du chapitre repose sur l'endurance. Tesson insiste sur l'importance de la persévérance, avancer, toujours, même quand le corps proteste, même quand l'esprit vacille. Il évoque les évadés du Goulag qui marchaient des mois durant, épuisés, affamés, mais portés par une volonté inébranlable. Il en tire une leçon précieuse, l'homme est capable de tout s'il accepte de souffrir pour atteindre son but. L'un des moments les plus marquants du chapitre survient lorsqu'il passe sa première nuit seul dans la taïga. Le froid est intense, la peur surgit. Il imagine les loups, les ours, le vide qui l'entoure. Mais au matin, quand le soleil se lève sur les plaines glacées, il ressent une euphorie nouvelle, il a survécu, il est libre. Ce passage illustre parfaitement la philosophie du livre, dépasser la peur, affronter l'inconnu, et en ressortir grandi. Conclusion. Ce premier chapitre de l'Axe du loup est une invitation à l'errance et à l'effort. Sylvain Tesson nous pousse à reconsidérer notre rapport au confort et à la liberté. Il nous rappelle que la vie moderne,
avec son confort excessif, nous prive d'une part essentielle de nous-mêmes, la capacité à nous confronter à la nature et à en tirer force et sagesse. À travers ses descriptions poignantes et son regard acéré sur le monde, Tesson nous offre bien plus qu'un récit de voyage, il nous propose une philosophie de vie. Une philosophie où l'effort est roi, où l'isolement est une source de réflexion et où chaque pas est un acte de liberté. Ce chapitre nous enseigne que la fuite peut être un choix, que l'aventure est une école de discipline et que l'essentiel se trouve dans l'expérience brute du monde. En suivant Tesson dans les neiges sibériennes, nous sommes invités à nous interroger, et si la véritable liberté résidait dans la simplicité et l'effort? Chapitre 2, la loi de la marche. Après les premiers jours d'errance, Tesson sent son corps s'adapter au rythme de la marche. Chaque jour, il avance dans la taïga, habituant ses muscles à la répétition du mouvement, forgeant une discipline où seul compte le pas suivant. Il comprend que le voyage à pied n'est pas un simple déplacement, c'est une école de patience, de résilience et de dépouillement. Dans ce chapitre, il décrit avec précision la progression dans les vastes étendues glacées. Il évoque le froid, omniprésent, qui mord les joues et endolorit les extrémités. La solitude devient plus palpable, mais elle n'est pas un fardeau, elle est une compagne qui lui permet d'observer, de réfléchir et de s'ancrer pleinement dans l'instant. L'un des aspects centraux de ce chapitre est la leçon d'adaptation imposée par la nature. Contrairement aux villes où tout est prévu, organisé, la taïga oblige à accepter l'imprévu. Un passage du livre illustre cette idée. Alors qu'il comptait suivre un sentier précis, il se retrouve bloqué par un fleuve gelé dont la surface menace de céder sous son poids. Plutôt que de céder à la frustration, il contourne, accepte le détour. Cette capacité à s'adapter aux circonstances devient une leçon essentielle du voyage. Tesson insiste aussi sur l'idée que la marche est un retour à l'essentiel. Il évoque l'abandon progressif du superflu, il rationalise son équipement, réduit ses possessions. Il explique que chaque objet transporté doit justifier son poids. Cette logique du minimalisme n'est pas seulement physique, elle est aussi mentale. Plus il avance, plus son esprit se débarrasse des distractions inutiles. Un moment marquant du chapitre survient lorsqu'il rencontre un groupe de chasseurs nomades. Ces hommes vivent dans une simplicité extrême, habitués aux conditions rudes. Leur mode de vie est un témoignage de la capacité de l'homme à survivre sans le confort moderne. Ils lui offrent un repas chaud et partagent avec lui leur philosophie, ne posséder que ce dont on a besoin, accepter la nature telle qu'elle est, et avancer sans se plaindre. Ce passage est une leçon puissante sur la résilience et l'humilité. Tesson note aussi l'importance du hasard dans le voyage. Alors que tout dans notre société moderne cherche à contrôler et planifier, la marche impose de se soumettre aux aléas. Un abri trouvé au dernier moment, une source d'eau découverte par hasard, un animal aperçu furtivement, tout cela devient des cadeaux du voyage. Cette acceptation du hasard, loin d'être une contrainte, devient une source de liberté. Enfin, il aborde la fatigue, inévitable. Mais plutôt que de la voir comme un obstacle, il la considère comme un élément du voyage. La fatigue est la preuve du chemin parcouru, écrit-il. Il insiste sur le fait qu'accepter l'effort et la douleur est essentiel pour avancer. Il compare cela aux évadés du goulag, qui n'avaient d'autre choix que de continuer, jour après jour, malgré la souffrance. Conclusion. Ce deuxième chapitre de l'Axe du Loup approfondit la philosophie du voyage à pied. Sylvain Tesson nous enseigne que la marche est bien plus qu'un simple déplacement, c'est un exercice de dépouillement, d'adaptation et de discipline. À travers ses rencontres, ses observations et ses difficultés, il nous montre que la liberté n'est pas une absence de contraintes, mais une capacité à s'adapter aux imprévus et à se détacher du superflu. Il nous pousse à repenser notre rapport au confort et à l'effort, et nous rappelle que la plus grande richesse réside dans l'expérience brute du monde. Ce chapitre nous enseigne que l'homme est fait pour avancer, pour s'adapter et pour accepter l'inconnu. En suivant Tesson dans son périple, nous sommes invités à nous interroger, et si la vraie liberté résidait dans notre capacité à lâcher prise et à embrasser l'incertitude du voyage. Chapitre 3, l'épreuve de la solitude. Le voyage solitaire s'intensifie. Après plusieurs semaines de marche, Tesson se confronte à un nouvel adversaire, l'immensité du silence. La nature, dans sa splendeur froide, devient à la fois une compagne et un défi. Plus il avance, plus la solitude devient pesante. Il comprend que si la liberté est un idéal, elle s'accompagne d'une exigence, celle d'affronter ses propres pensées sans échappatoire. Dans ce chapitre, il explore les effets de l'isolement. Contrairement aux prisonniers évadés qui fuyaient avec la peur au ventre, lui a choisi cet état, et pourtant, il en découvre la rudesse. Le silence absolu de la taïga, l'absence de voix humaines, le manque d'interaction sociale transforment son rapport au temps et à lui-même. Il compare son errance à celle des ermites ou des moines retirés du monde. La solitude, loin d'être un vide, devient un miroir de son propre esprit. Un passage marquant du chapitre survient lorsqu'il se retrouve bloqué dans une tempête de neige. Il doit improviser un abri de fortune, se calfeutrer pour éviter l'hypothermie et attendre que la tourmente passe.
C'est dans ces moments que la vulnérabilité de l'homme face à la nature se révèle pleinement. Il écrit que la survie n'est pas une épreuve physique, mais une lutte contre l'abandon. Il comprend que la seule façon de tenir est d'accepter l'attente, de ne pas lutter contre ce qui est hors de contrôle. L'un des enseignements de ce chapitre repose sur la gestion de l'effort. La marche n'est plus seulement un exercice d'endurance physique, mais un test mental. Il doit apprendre à doser ses forces, à écouter son corps. Il partage une réflexion puissante, la progression n'est pas toujours linéaire. Certains jours, il avance vite et loin, d'autres, il doit accepter un rythme plus lent, voire l'immobilité imposée par les conditions extérieures. Cette idée est une leçon applicable à la vie en général, il ne sert à rien de forcer lorsqu'il est préférable d'attendre un moment plus propice. Tesson illustre aussi le rôle de la mémoire et de l'imagination dans la solitude. Privé de conversation, il se surprend à se remémorer des moments de son passé avec une intensité nouvelle. Il revit des scènes oubliées, des dialogues anciens, comme si le silence extérieur donnait une voix à ses souvenirs. Cela le conduit à une réflexion sur la place du passé dans l'existence, est-il un poids ou un guide? Un autre moment fort du chapitre est sa rencontre avec un chasseur sibérien. Après plusieurs jours sans voir âme qui vive, il tombe sur cet homme qui vit dans une cabane reculée. L'échange est bref mais essentiel. Le chasseur, habitué à la solitude, lui partage un conseil simple, ne cherche pas à vaincre la nature, apprends à t'y fondre. Cette phrase résonne profondément en Tesson, qui commence à comprendre que le voyage n'est pas une lutte mais une négociation avec l'environnement. Enfin, il évoque la notion de renoncement. À mesure qu'il progresse, il se rend compte qu'il doit abandonner certaines attentes. Le voyage ne se déroule jamais comme prévu. Il doit composer avec la faim, le froid, les obstacles imprévus. Il accepte que la liberté totale implique une soumission aux réalités du monde extérieur. Cette acceptation, loin d'être une résignation, devient une force, elle lui permet de s'adapter sans frustration. Conclusion. Ce troisième chapitre de l'Axe du Loup approfondit la dimension introspective du voyage. Sylvain Tesson ne se contente plus de marcher, il entre dans une phase où la solitude et l'effort deviennent des enseignants. Il nous apprend que l'isolement est un révélateur, qui l'oblige à affronter ses pensées et à redécouvrir le poids du passé. Il nous montre aussi que la survie et l'adaptation ne sont pas seulement des compétences physiques, mais des états d'esprit. L'attente, l'acceptation et la flexibilité deviennent des atouts aussi puissants que la force et l'endurance. En suivant Tesson dans ce chapitre, nous comprenons que la vraie liberté n'est pas dans l'absence de contraintes, mais dans la capacité à s'y adapter. Nous sommes invités à nous interroger, sommes-nous prêts à affronter notre propre silence? Chapitre 4, Entre l'homme et l'immense. Alors que Tesson avance toujours plus profondément dans des paysages inhospitaliers, il réalise que la notion de repère devient floue. Les frontières entre le temps et l'espace s'effacent. La taïga sibérienne semble s'étirer à l'infini, et son propre corps se fond dans cet horizon mouvant. Loin des constructions humaines, il se retrouve confronté à l'immensité brute du monde, sans barrière, sans protection. Ce chapitre marque un tournant dans son voyage, il ne s'agit plus seulement de marcher, mais de survivre en acceptant la disparition progressive des repères. L'homme moderne, habitué à la sédentarité et au confort, se retrouve ici nu face aux éléments. Il doit composer avec le froid, la faim et l'isolement, et apprendre à extraire du minimum vital une source de force intérieure. Tesson met en avant une idée essentielle, le dépouillement radical permet une forme d'éveil. Privé de distraction, l'esprit devient plus acéré. Il remarque les moindres variations de lumière, les changements subtils du vent, la présence discrète d'un animal. Il s'étonne de la capacité du corps humain à s'adapter lorsqu'il n'a pas d'autre choix. Loin du bruit du monde, il redécouvre la puissance du silence et de l'observation. Un passage marquant de ce chapitre est la nuit qu'il passe sans abri, à même le sol, sous un ciel glacé. Son bivouac improvisé ne le protège pas du froid mordant. Cette expérience extrême lui enseigne une vérité, l'homme n'est qu'un intrus dans ses contrées. Il doit apprendre à respecter et à accepter l'environnement plutôt que d'essayer de le dompter. Il en tire une leçon applicable à la vie en général, l'adversité n'est pas toujours à combattre, parfois elle est à comprendre. Le rôle de la fatigue est également exploré. Tesson apprend à ne plus la redouter, mais à l'accueillir comme une compagne inévitable du voyage. Il écrit que la fatigue n'est pas seulement physique, mais mentale. Lorsqu'elle s'installe, le danger est de céder à la lassitude, de perdre la vigilance. Mais elle peut aussi être une forme d'oubli, le corps continue, mécanique, tandis que l'esprit vagabonde. Il compare cet état à une forme de méditation en mouvement, où l'épuisement devient un passage vers une autre perception du réel. Dans ce chapitre, il rencontre un groupe de bergers mongols. Ces hommes, habitués aux rigueurs du climat, incarnent une autre approche de l'existence. Ils n'opposent aucune résistance inutile à leur environnement, ils s'adaptent, vivent au rythme des saisons, acceptent la rudesse comme une évidence. Tesson est frappé par leur calme et leur économie de gestes.
ces hommes ne cherchent pas à défier la nature, mais à s'y inscrire harmonieusement. Cette rencontre lui inspire une réflexion sur notre rapport au confort, plus nous sommes protégés, plus nous devenons vulnérables à la moindre contrariété. Une autre idée forte de ce chapitre est celle du hasard et de l'incertitude. Tesson réalise que, malgré ses plans et sa préparation, rien ne se déroule comme prévu. Il est tributaire des éléments, des rencontres fortuites, des obstacles imprévus. Plutôt que de lutter contre cet état de fait, il apprend à l'accepter. Il écrit que, vouloir tout contrôler, c'est se condamner à l'angoisse, laisser place à l'imprévu, c'est s'ouvrir à l'aventure. Cette phrase résume un des enseignements majeurs du voyage: la liberté véritable ne réside pas dans la maîtrise, mais dans la capacité à naviguer l'inconnu avec sérénité. Enfin, il évoque la peur, cette compagne silencieuse qui surgit dans les moments de vulnérabilité. Une nuit, alors qu'il entend les hurlements des loups au loin, il ressent une angoisse primitive. Mais au lieu de céder à la panique, il décide de l'observer, de l'analyser. Il comprend que la peur est avant tout une projection de l'esprit. En se concentrant sur l'instant présent, sur les sensations réelles et non sur les scénarios imaginaires, il parvient à la dompter. Cette maîtrise de la peur est une leçon essentielle: nous souffrons plus de ce que nous anticipons que de ce qui nous arrive réellement. Conclusion. Dans ce 4e chapitre de l'Axe du Loup, Sylvain Tesson approfondit son exploration de l'homme face à l'immensité. Il découvre que le voyage n'est pas seulement une épreuve physique, mais une transformation intérieure. Le dépouillement, la fatigue, l'incertitude et la peur deviennent des étapes initiatiques vers une autre perception du monde et de soi-même. Il nous enseigne que la survie n'est pas une lutte, mais un dialogue avec l'environnement. Il nous rappelle que nous avons oublié, à force de confort, la force d'adaptation qui sommeille en nous. Il nous invite à repenser notre rapport au contrôle, à accepter l'inconnu comme une partie essentielle de la liberté. Ce chapitre est une invitation à sortir de nos zones de confort, à affronter l'immensité avec humilité et à réapprendre à écouter notre instinct. En suivant Tesson dans son périple, nous comprenons que la vraie aventure n'est pas seulement dans le voyage extérieur, mais dans la transformation intérieure qu'il engendre. Chapitre 5, l'apprentissage de la résilience. Dans ce chapitre, Tesson traverse des étendues toujours plus inhospitalières. La monotonie des paysages semble peser sur son moral. Il écrit que l'homme moderne est trop habitué aux stimuli constants, privé de distraction, il doit faire face à lui-même. Dans cette immense solitude, il découvre que la patience est une vertu qui ne s'apprend qu'en marchant. Il décrit longuement le ciel changeant au fil des heures, la lumière qui sculpte les montagnes, les ombres qui se déplacent sur les plaines gelées. Peu à peu, il cesse d'attendre quelque chose et accepte de simplement être là. Cet état d'abandon volontaire est une leçon précieuse: nous passons notre vie à anticiper, à calculer, alors que le présent contient déjà tout ce dont nous avons besoin. Le voyage le met également face à une vérité simple: le corps s'adapte mieux que l'esprit. Si les premiers jours furent une épreuve physique intense, il réalise que son organisme s'acclimate. Son endurance augmente, ses besoins diminuent. Il mange peu, dort peu, et pourtant, il tient. Il fait un parallèle avec les prisonniers du goulag, qui survivaient à des conditions inhumaines grâce à une résilience hors du commun. Un épisode marquant de ce chapitre est la rencontre avec des nomades kazakhs. Tesson, fatigué et amaigri, est accueilli dans une yourte où on lui offre du lait fermenté et de la viande séchée. Il est frappé par l'hospitalité de ces hommes qui, malgré leurs conditions de vie précaires, partagent sans hésitation. Cette générosité spontanée l'amène à réfléchir sur la relation entre dépouillement et solidarité. Plus on possède, plus on protège ses biens, moins on a, plus on partage. Les Kazakhs vivent en suivant les saisons, en acceptant les contraintes naturelles plutôt qu'en luttant contre elles. Leur philosophie est simple: la nature est plus forte que l'homme, inutile de vouloir la plier à sa volonté. Tesson y voit une sagesse que nos sociétés modernes ont perdue. Nous passons notre temps à vouloir contrôler notre environnement, à dompter les éléments, alors que l'adaptation serait une approche bien plus efficace. L'importance de l'humilité est une autre leçon du chapitre. À force de solitude et de difficultés, Tesson comprend que l'orgueil n'a pas sa place dans un tel voyage. Il apprend à écouter son corps, à respecter ses limites, à ne pas forcer inutilement. Cette acceptation de la fragilité humaine est une forme de force: savoir s'arrêter, économiser ses forces, reconnaître qu'on ne peut pas tout dominer. Dans un passage particulièrement introspectif, il médite sur la notion de liberté. Est-on plus libre en marchant seul dans ces immensités, ou en vivant dans une société organisée? La question reste ouverte, mais il sent que cette traversée le débarrasse de couches superflues. Chaque jour de marche est une négociation entre ses envies et ses capacités, entre ses aspirations et la réalité du terrain. Il comprend que la liberté n'est pas l'absence de contraintes, mais la capacité à les accepter sans se laisser écraser. Enfin, le chapitre aborde la notion de la peur. Dans la nuit glaciale, seul sous un ciel immense, il ressent une angoisse primitive. Mais au lieu de la combattre, il l'observe.
Il réalise que la peur est souvent une construction mentale, ce qui est inconnu nous effraie plus que le réel danger. Cette prise de conscience lui permet de continuer à avancer, en laissant derrière lui les craintes inutiles. Conclusion. Ce 5e chapitre de l'Axe du Loup illustre l'apprentissage de la résilience à travers l'épreuve du voyage. Sylvain Tesson découvre que l'endurance n'est pas qu'une question physique, elle est aussi mentale et spirituelle. Il apprend à ralentir, à observer, à accepter l'imprévu comme une partie essentielle du chemin. À travers sa rencontre avec les Kazakhs, il comprend que la survie en milieu hostile repose sur l'adaptation et la solidarité. Il découvre que le dépouillement n'est pas une faiblesse, mais une force, et que la liberté véritable consiste non pas à fuir les contraintes, mais à les intégrer sans les subir. Ce chapitre nous invite à repenser notre rapport à l'effort, à l'incertitude et à la peur. Il nous enseigne que nous sommes souvent nos propres obstacles, et que la clé du voyage, comme de la vie, est d'apprendre à avancer sans chercher à tout maîtriser. Chapitre 6, le renoncement et l'acceptation. Le voyage de Sylvain Tesson se poursuit dans un décor toujours plus hostile. Il a appris à s'adapter au froid, à la faim, à la fatigue, mais il découvre une nouvelle épreuve, celle du renoncement. Son corps s'amenuise, son matériel s'use, et il doit faire des choix. Ce qui semblait essentiel au départ devient soudainement un fardeau. Il évoque les leçons des nomades qu'il a croisés, ils ne possèdent que ce qu'ils peuvent porter. L'idée de propriété s'efface au profit de l'utilité immédiate. Pourquoi s'encombrer de choses inutiles? Cette réflexion le pousse à revoir son propre rapport au matériel. Il abandonne certains objets, simplifie son équipement, et réalise que cette légèreté physique s'accompagne d'un allègement mental. Plus il avance, moins il a besoin. Ce détachement progressif est une leçon qu'il applique non seulement au voyage, mais aussi à la vie. L'auteur nous parle aussi du renoncement sous une autre forme, celle des attentes. Chaque jour, il espérait un abri, une rencontre, un ravitaillement, et chaque jour, il devait affronter la dure réalité du désert humain. Apprendre à ne plus attendre, à ne plus dépendre d'un futur hypothétique, devient alors une nécessité. Il commence à vivre pleinement dans le présent, à apprécier ce que chaque instant lui offre sans projeter d'attentes déçues. Cette idée rejoint les enseignements du bouddhisme, souffrir vient souvent de l'attachement, et l'attachement naît des attentes. En abandonnant ces dernières, il trouve une forme de sérénité au milieu du chaos de son voyage. Un autre renoncement auquel il est confronté est celui de la résistance excessive. Il comprend que lutter contre la nature est vain. Au lieu de s'épuiser à combattre les éléments, il décide de les accompagner. Lorsque le vent souffle trop fort, il s'arrête. Lorsque la neige bloque son passage, il patiente. Cette attitude n'est pas une reddition, mais une adaptation intelligente. Il fait le parallèle avec nos vies modernes, nous passons notre temps à vouloir contrôler notre environnement, à imposer notre rythme au monde, alors que la clé de la paix intérieure est peut-être de se synchroniser avec lui. Dans ce chapitre, Tesson partage aussi une rencontre marquante. Il croise un vieil ermite vivant en autarcie, loin de tout. Cet homme, qui a choisi de s'effacer du monde, incarne une autre forme de liberté. Il a renoncé à la société, aux possessions, aux contraintes imposées par les autres. Sa vie est rude, mais il semble en paix. Ce face-à-face avec quelqu'un qui a poussé le détachement à l'extrême le pousse à s'interroger, faut-il tout quitter pour être libre? La réponse n'est pas simple, mais il ressent une admiration profonde pour cet homme qui a su faire du renoncement une force et non une privation. Au fil des jours, Tesson expérimente un phénomène étrange, plus il s'éloigne de la civilisation, plus son esprit devient clair. Il parle d'un silence intérieur qu'il n'avait jamais connu auparavant. Plus de bruit mental, plus de préoccupations futiles, plus de distractions artificielles. Il est réduit à lui-même, face à ses pensées, et cette épuration mentale est une révélation. Il comprend alors que le renoncement, loin d'être une perte, est un gain immense, celui de l'espace, du temps, et d'une présence totale à soi-même. Il termine ce chapitre en abordant un dernier type de renoncement, celui de l'ego. Dans un monde où nous cherchons constamment à nous affirmer, à exister à travers le regard des autres, il découvre ici une nouvelle forme de satisfaction, celle de l'effacement. Il n'a plus besoin d'être reconnu, d'être validé. Il n'est qu'un marcheur perdu dans l'immensité, et cela lui suffit. Cette leçon, il l'appliquera bien après son voyage, en se méfiant des pièges de la reconnaissance sociale et du besoin constant d'être remarqué. Conclusion. Le chapitre 6 de l'Axe du Loup est un tournant dans le récit de Sylvain Tesson. Il ne s'agit plus seulement d'un voyage physique, mais d'un dépouillement intérieur. À travers l'épreuve du manque et de l'isolement, il découvre que le renoncement n'est pas synonyme de souffrance, mais de libération. Cette leçon s'applique bien au-delà de l'aventure qu'il vit, nous sommes souvent prisonniers de ce que nous possédons, de nos attentes et de notre besoin de contrôle. En apprenant à lâcher prise, nous retrouvons un espace mental apaisé et une liberté plus grande que celle que nous imaginions. À travers ces rencontres et ces réflexions, il nous invite à repenser notre rapport au monde moderne. L'accumulation, la possession,
la résistance acharnée ne sont peut-être pas les meilleures stratégies pour vivre sereinement. Parfois, avancer signifie alléger son sac, lâcher ses certitudes et accepter de ne pas tout maîtriser. Ce chapitre nous rappelle que le vrai voyage, qu'il soit physique ou intérieur, est celui qui nous apprend à nous délester de l'inutile pour ne garder que l'essentiel. Chapitre 7, l'endurance et l'oubli de soi. L'avancée de Tesson est désormais une mécanique bien huilée, chaque pas devient une prière, chaque journée une répétition du cycle précédent. Pourtant, l'épuisement commence à s'installer, et il découvre que la clé de la poursuite du voyage ne réside pas dans la force brute, mais dans l'acceptation de la souffrance et l'oubli de soi. Il décrit la marche comme un acte presque hypnotique, une transe dans laquelle l'homme devient une extension du chemin. Ce phénomène, déjà mentionné par les pèlerins et les marathoniens, consiste à dépasser la douleur en l'acceptant pleinement. Il ne s'agit pas de la combattre, mais de s'y abandonner jusqu'à ce qu'elle perde son emprise. Tesson fait ici un parallèle intéressant avec la méditation, lorsqu'on cesse de lutter contre une pensée, elle finit par s'estomper d'elle-même. Il rencontre des bergers nomades, dont la vie entière est basée sur cette endurance. Ces hommes, qui parcourent les steppes et les montagnes avec leurs troupeaux, ne se plaignent jamais des conditions extrêmes. Leur secret ? L'habitude et l'absence de comparaison. Ils ne rêvent pas d'un ailleurs plus clément, ils ne considèrent pas leur existence comme une épreuve. Ils vivent dans l'instant, sans chercher à mesurer leur fatigue ou leur douleur. Pour eux, avancer est aussi naturel que respirer. Tesson tire de cette observation une leçon précieuse, la souffrance devient insupportable lorsqu'elle est mise en perspective avec un idéal plus confortable. Mais si l'on supprime cette comparaison, elle cesse d'être un obstacle. Dans nos vies modernes, où nous avons toujours le choix d'un moindre effort, nous avons perdu cette capacité à endurer sans complainte. Il en conclut que la résilience ne vient pas de la force, mais de la simplicité d'esprit, avancer sans se poser de questions inutiles. L'auteur évoque également la notion d'oubli de soi. En marchant des heures durant sans autre préoccupation que le pas suivant, il atteint un état où son propre ego s'efface. Il ne se définit plus par ses pensées, par ses envies ou ses douleurs, il devient un simple mouvement dans un espace immense. Cet état de détachement, recherché dans de nombreuses traditions spirituelles, lui offre une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il parle aussi des limites du corps humain et de la manière dont l'esprit peut les transcender. À plusieurs reprises, il se croit incapable de continuer, puis il réalise que ce n'est qu'une illusion mentale. Le corps est plus fort que ce que l'on imagine, et la fatigue est souvent une construction du cerveau pour nous protéger. Lorsqu'on apprend à ignorer ces signaux d'alerte précoce, on découvre une endurance insoupçonnée. Enfin, ce chapitre est marqué par un passage où Tesson doit affronter un moment de solitude extrême. Pendant plusieurs jours, il ne croise personne, il ne voit aucune trace humaine. La tentation de parler à haute voix, de créer du bruit pour rompre ce silence écrasant, devient presque irrésistible. Il se rend compte à quel point nous sommes conditionnés à être entourés de stimuli constants, et combien le vide peut être angoissant. Pourtant, il apprend à apprécier cette solitude, à y voir un miroir de sa propre existence. L'un des conseils implicites de ce chapitre est d'apprendre à se détacher de la souffrance en cessant de la juger. Au lieu de l'éviter à tout prix, il faut l'accepter comme une composante normale de l'expérience humaine. Un autre enseignement majeur est de cesser de se comparer, les bergers qu'ils rencontrent n'ont pas besoin d'un référentiel extérieur pour évaluer leur vie, ils se contentent de vivre. Enfin, Tesson nous invite à rechercher ces moments d'oubli de soi, où l'ego s'efface et où l'on devient un simple élément du grand mouvement de la nature. Conclusion. Le chapitre 7 de l'Axe du Loup est une exploration fascinante de l'endurance physique et mentale. À travers son périple, Sylvain Tesson nous enseigne que la souffrance est un concept malléable, souvent amplifié par nos propres pensées. En l'acceptant plutôt qu'en la combattant, nous pouvons la dépasser et découvrir une force insoupçonnée en nous. Il nous invite également à repenser notre rapport à l'effort et à la fatigue. Dans nos sociétés modernes, nous avons perdu l'habitude d'endurer, car nous avons toujours des alternatives plus faciles. Mais cette facilité a un prix, elle nous rend plus fragiles, moins capables de faire face à l'adversité. Enfin, ce chapitre nous rappelle la puissance de l'oubli de soi. À une époque où l'on nous pousse constamment à nous affirmer, à nous différencier, il existe une autre voie, celle de l'effacement, du silence intérieur, du simple fait d'être sans chercher à paraître. À travers cette marche harassante, Tesson nous offre bien plus qu'un récit de voyage, une réflexion sur la résilience, la simplicité et la beauté de l'instant présent. Chapitre 8, l'adaptation et la symbiose avec la nature. Le voyageur, épuisé mais désormais habitué à l'effort constant, découvre que l'homme n'est pas destiné à conquérir la nature, mais à s'y adapter. Dans ce chapitre, Tesson décrit avec une précision poétique la manière dont il ajuste son corps et son esprit aux contraintes imposées par l'environnement. Il commence par évoquer la dureté du climat, les températures extrêmes qui le forcent à modifier ses habitudes. Le froid mordant des montagnes ne se combat pas avec des plaintes, mais avec des gestes précis, superposer des couches de vêtements,
apprendre à générer sa propre chaleur en gardant un rythme constant, utiliser des matériaux naturels pour se protéger du vent. Il comprend qu'il n'est pas question de dominer les éléments, mais de s'incliner devant eux, de respecter leur logique pour survivre. Il parle ensuite de l'alimentation. Dans les étendues désertiques qu'il traverse, les ressources se font rares. Il apprend à identifier les baies comestibles, à observer le comportement des animaux pour trouver de l'eau et à accepter une diète frugale, où chaque calorie compte. Ce dépouillement alimentaire lui révèle une vérité simple: notre mode de vie moderne, avec son abondance de nourriture et de choix, nous a déconnectés des besoins fondamentaux. En se contentant de peu, il retrouve une forme de clarté mentale et une énergie insoupçonnée. La marche devient alors un rituel, une méditation en mouvement. Tesson compare son expérience à celle des peuples nomades qui, depuis des siècles, vivent en harmonie avec leur environnement sans chercher à le transformer. Il rencontre une famille mongole qui l'accueille sous sa yourte, et il est frappé par leur capacité à ne faire qu'un avec le paysage. Ici, pas de superflu, chaque objet, chaque geste a une raison d'être. Ce mode de vie dépouillé, loin d'être une contrainte, est une leçon d'essentiel. Tesson tire de cette rencontre un enseignement précieux: dans notre société où l'accumulation est la norme, nous avons oublié que le bonheur réside souvent dans la simplicité. Ces nomades, qui ne possèdent presque rien, semblent pourtant plus sereins que bien des citadins accablés par le stress. Ce constat le pousse à repenser ses propres besoins et à apprécier la légèreté que procure le détachement matériel. Mais l'adaptation ne se limite pas à l'aspect physique. Dans ce chapitre, l'auteur explore aussi l'importance d'un état d'esprit flexible. Face aux imprévus, au manque, à la solitude, il comprend qu'il ne sert à rien de résister mentalement. L'acceptation devient une force. Plutôt que de lutter contre les difficultés, il choisit de les intégrer à son expérience, de les voir comme des étapes naturelles du voyage. Ce lâcher-prise lui permet d'aborder chaque obstacle avec sérénité plutôt qu'avec frustration. Un passage marquant du chapitre est son face-à-face avec une tempête qui l'oblige à s'abriter pendant des heures sous une paroi rocheuse. Dans l'attente, il médite sur le temps qui passe, sur la patience que nécessitent de telles aventures. Ce moment de pause forcée lui rappelle une vérité fondamentale: l'homme moderne est toujours pressé, toujours en quête d'efficacité, alors que la nature, elle, fonctionne sur un rythme bien plus lent. Apprendre à ralentir, à observer sans chercher à contrôler, est une leçon qu'il emportera avec lui bien au-delà de ce voyage. Enfin, Tesson conclut ce chapitre en soulignant que l'adaptation n'est pas une faiblesse, mais une force. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agit pas de se résigner, mais d'apprendre à danser avec les éléments plutôt que de leur résister. Cette idée rejoint une sagesse ancienne, présente dans de nombreuses traditions philosophiques et spirituelles: c'est en acceptant le monde tel qu'il est, et non tel que nous voudrions qu'il soit, que l'on trouve la véritable liberté. Conclusion. Le chapitre 8 de l'Axe du Loup est une réflexion puissante sur l'adaptation, l'humilité et la symbiose avec la nature. Sylvain Tesson nous rappelle que l'homme n'est pas fait pour plier le monde à sa volonté, mais pour apprendre à s'y insérer intelligemment. À travers son récit, il nous enseigne plusieurs leçons essentielles. La simplicité libère: en réduisant ses besoins, on découvre une forme de bonheur plus authentique, dénuée des artifices de la société de consommation. L'acceptation est une force: au lieu de lutter contre ce qui ne peut être changé, il vaut mieux apprendre à s'y adapter et à en tirer parti. Ralentir permet de mieux voir: en cessant de vouloir toujours aller plus vite, on redécouvre la richesse du présent et la profondeur des choses simples. Ce chapitre illustre magnifiquement le voyage comme une école de vie, où chaque épreuve est une opportunité de grandir. Tesson, par son écriture précise et poétique, nous invite à repenser notre rapport au monde, à la nature et à nous-mêmes. Une lecture qui dépasse le simple récit d'aventure pour devenir une véritable philosophie de l'existence. Chapitre 9, la confrontation avec l'histoire et la mémoire des lieux. Après des semaines passées dans la nature sauvage, Tesson atteint une région où les traces de l'histoire humaine sont omniprésentes. Il traverse des villages marqués par les cicatrices du passé, où les souvenirs du goulag, de la répression soviétique et des exodes forcés sont encore vivaces. Ces lieux ne sont pas seulement des points de passage, ils sont des témoins silencieux des souffrances qui ont jalonné l'histoire russe et asiatique. Dans ce chapitre, l'auteur prend le temps de décrire ces paysages où les ruines des camps de travail côtoient les maisons des survivants. Il rencontre des habitants qui, à demi-mot, évoquent le passé. Certains refusent d'en parler, d'autres, au contraire, s'épanchent sur les injustices subies par leurs ancêtres. Cette confrontation avec la mémoire collective lui rappelle que son voyage ne consiste pas seulement à suivre une route physique, mais aussi à remonter le fil d'une histoire douloureuse, souvent ignorée par le monde moderne. L'un des passages les plus marquants du chapitre est sa visite d'un ancien camp abandonné, où il découvre encore des restes de baraquements et des objets du quotidien laissés sur place. Face à ces vestiges, il médite sur la souffrance de ceux qui ont emprunté cette route avant lui, non par choix, mais par contrainte. Il comprend que la liberté qu'il recherche est le miroir inversé de l'enfermement vécu par ses prisonniers.
Chaque pas qu'il fait est un hommage involontaire à ceux qui, dans d'autres circonstances, n'avaient pas cette possibilité de mouvement. Tesson explore aussi une autre dimension de cette confrontation avec l'histoire, celle du poids de la mémoire sur les populations locales. Il réalise que, pour certains, l'oubli est une nécessité pour avancer, tandis que pour d'autres, se souvenir est une forme de résistance. Il s'interroge alors sur notre rapport à l'histoire, devons-nous porter en nous les souffrances du passé ou chercher à les dépasser? Cette réflexion donne une profondeur supplémentaire à son voyage, qui dépasse alors le cadre purement physique pour devenir une exploration de la condition humaine. Dans cette partie du récit, Tesson met également en lumière la force du silence. Les paysages qu'il traverse sont souvent marqués par une absence assourdissante, celle des voix qui se sont tues, des histoires qui n'ont pas été racontées. Ce silence est parfois plus pesant que les paroles des survivants. Il comprend alors que le voyage n'est pas seulement fait de rencontres et de dialogues, mais aussi d'écoute et de contemplation. Apprendre à lire dans le silence est une compétence essentielle pour qui veut comprendre le monde. Une autre leçon de ce chapitre est la notion de discrétion. Contrairement à l'explorateur conquérant qui impose sa présence au lieu qu'il traverse, Tesson adopte une posture d'effacement. Il apprend à se fondre dans le décor, à observer sans perturber, à être un simple passant dans une histoire qui le dépasse. Ce respect du territoire et de ses habitants est une marque de sagesse que l'on retrouve dans les traditions nomades. Il comprend que le voyageur ne doit pas toujours chercher à laisser une trace, mais plutôt à comprendre celle qui existe déjà. Le chapitre se termine sur une note de mélancolie et d'humilité. Tesson réalise que son périple, aussi difficile soit-il, n'est rien comparé aux épreuves subies par ceux qui ont parcouru cette route avant lui. Il prend conscience que la liberté est un privilège fragile, qui peut être retiré à tout moment par l'histoire, les régimes politiques ou simplement le hasard. Ce constat renforce sa détermination à poursuivre son voyage avec encore plus de respect et de lucidité. Conclusion. Ce chapitre de l'Axe du Loup apporte une dimension nouvelle au récit de Sylvain Tesson. Après avoir exploré la nature et affronté les éléments, il se confronte ici à une autre forme de rudesse, celle de la mémoire des hommes et des lieux marqués par l'histoire. À travers ses rencontres et ses observations, il nous offre plusieurs leçons importantes. Le passé ne disparaît jamais complètement, même lorsque les vestiges s'effacent, les histoires qu'il porte restent ancrées dans les esprits et dans les paysages. Le silence en dit parfois plus que les mots, comprendre un lieu ne passe pas toujours par l'écoute des récits, mais aussi par l'observation attentive de ce qui n'est pas dit. La liberté est une chance et non un acquis. En voyant les traces laissées par ceux qui n'avaient pas d'autre choix que la fuite, il mesure la valeur précieuse de son propre voyage. Ce chapitre nous rappelle que le voyage ne consiste pas seulement à avancer, mais aussi à regarder en arrière, à comprendre ce qui a été avant nous. Tesson, avec sa plume à la fois précise et poétique, nous invite une fois de plus à une réflexion profonde sur notre place dans le monde, sur l'histoire que nous portons et sur la manière dont nous choisissons de nous en souvenir. Résumé du chapitre 10. Le chapitre 10 s'ouvre sur une image saisissante, celle de l'immensité de la taïga russe, vaste et insondable. Tesson se trouve dans un paysage où l'homme semble être réduit à une simple poussière face à la grandeur de la nature. Dans ce décor grandiose et impitoyable, il commence à s'interroger sur son propre rapport à la nature. La solitude imposée par cette étendue sauvage devient un miroir qui reflète ses pensées les plus intimes. Au fil de ce chapitre, Tesson explore des thèmes de plus en plus présents dans ses écrits, la quête du sens, le retour aux racines, la confrontation avec la solitude et la liberté retrouvée loin des obligations sociales et modernes. La solitude devient une forme de purification, un moyen d'échapper à l'agitation incessante de la société. À travers cette rencontre avec la nature, l'auteur touche à des vérités profondes sur le conditionnement humain, l'accumulation de choses et la superficialité des préoccupations modernes. L'une des grandes forces de ce chapitre réside dans la manière dont Tesson entrelace la dimension personnelle de son voyage avec les leçons qu'il en tire. Il parle de sa propre expérience de solitude, de ce moment de rencontre avec lui-même qui, paradoxalement, permet d'atteindre un niveau de compréhension plus élevé du monde. La nature devient un miroir, une sorte de grande épreuve spirituelle où les distractions de la vie quotidienne disparaissent, et l'homme se retrouve seul face à ses réflexions les plus profondes. L'auteur livre une réflexion sur la notion de liberté. Il observe que dans ce retour à la nature, loin de la civilisation et de ses contraintes, il expérimente un sentiment de liberté absolue. Cette liberté ne se manifeste pas dans un espace infini d'opportunités, mais dans l'acceptation du moment présent, dans l'absence de besoins futiles, dans la satisfaction de la simplicité et de l'authenticité. En cela, Tesson nous propose une réflexion sur la manière de se libérer des chaînes invisibles de la société contemporaine et de retrouver ce qu'il appelle la liberté sauvage. Au-delà de cette solitude, le chapitre met aussi en lumière une dimension de l'indépendance. Tesson est un homme de réflexion, mais aussi d'action. Au milieu de cette immensité, il ne se contente pas de réfléchir, il agit, il prend des décisions, il avance. La nature impose une forme de rigueur, de discipline. Il faut savoir s'adapter, survivre,
et cela forge une force intérieure qu'ils n'auraient peut-être pas trouvée dans les contraintes de la vie moderne. Ce rapport à la discipline de la nature se retrouve dans des détails concrets du récit, la préparation du matériel, la gestion des imprévus, la nécessité de constamment réévaluer ses choix face aux conditions extérieures. L'un des éléments essentiels du chapitre est la manière dont Tesson illustre l'idée de se libérer des besoins matériels. Dans cette nature sauvage, il n'y a pas de superflu. Tout ce qui existe est nécessaire à la survie, et rien d'autre n'a de sens. Cette simplicité imposée par le milieu naturel met en lumière les excès et les besoins artificiels créés par la société moderne. En revenant à l'essentiel, Tesson nous invite à questionner nos propres besoins, nos possessions, et à réfléchir sur ce qui est réellement important dans nos vies. À travers ces réflexions, Tesson nous donne un aperçu de ce que pourrait être une vie vécue selon les principes de la nature, une existence marquée par la simplicité, la recherche d'authenticité et la discipline. Mais cette vie n'est pas forcément idyllique ou facile. Elle est exigeante et demande un véritable effort de l'esprit et du corps. Cependant, ce retour à l'essentiel apparaît comme une forme de purification, un chemin vers une liberté qui dépasse celle que la société moderne peut offrir. Exemples et conseils tirés du chapitre. Le retour à la simplicité, un des conseils les plus clairs que l'auteur donne à travers ce chapitre est celui de revenir à l'essentiel. Loin des objets superflus et des distractions de la vie moderne, il nous invite à simplifier nos vies. Cela peut prendre la forme d'une réduction de nos possessions matérielles, mais aussi d'un allègement mental. Il est essentiel de se détacher de ce qui nous empêche de vivre pleinement. La solitude comme moyen de réflexion, Tesson nous rappelle que la solitude n'est pas un fardeau, mais une source d'inspiration. C'est dans le silence et l'isolement que l'esprit trouve souvent la clarté nécessaire pour résoudre les dilemmes intérieurs. Il encourage donc à chercher des moments de solitude pour se reconnecter avec soi-même et trouver des réponses à nos questions existentielles. La discipline et l'adaptation, dans la nature, chaque mouvement compte. Chaque choix, chaque décision a des conséquences directes. Tesson souligne l'importance de la discipline personnelle et de l'adaptation constante à son environnement. Cela se traduit dans des choix conscients de comment gérer ses ressources, son temps et ses efforts. C'est une invitation à appliquer cette rigueur à nos propres vies, à être plus conscients de nos actions quotidiennes et de leurs effets. L'indépendance face à la société, ce chapitre pousse à une réflexion sur notre dépendance aux normes sociales et aux attentes extérieures. Il encourage à trouver un équilibre, à ne pas se laisser submerger par les attentes sociales et à rechercher une forme de liberté qui passe par une autonomie personnelle, tant physique que mentale. La valeur de la nature comme miroir intérieur, enfin, l'auteur nous enseigne que la nature peut être une grande source de sagesse. Elle ne nous offre pas seulement des paysages splendides, mais aussi un reflet de notre âme. En prenant le temps d'observer la nature sans distraction, nous pouvons mieux comprendre qui nous sommes et ce que nous cherchons vraiment dans nos vies. Conclusion. Le chapitre 10 de l'Axe du Loup est un véritable appel à la réflexion sur la liberté, la solitude, et la quête de sens à travers le retour à la nature. À travers ses expériences dans la taïga russe, Sylvain Tesson nous propose une vision de la vie débarrassée des artifices de la société moderne, une existence plus proche de l'essentiel, plus authentique, mais aussi plus exigeante. Dans ce cadre austère, l'auteur parvient à redécouvrir une liberté intérieure qui nous semble souvent inaccessible dans notre quotidien. Ses conseils sur la simplicité, la discipline et l'indépendance résonnent comme un appel à retrouver un équilibre personnel, loin des distractions et des exigences imposées par le monde extérieur. Tesson nous invite à prendre du recul, à nous reconnecter avec nous-mêmes, et à trouver dans la solitude et la nature les réponses aux grandes questions existentielles qui nous habitent. Conclusion générale sur l'Axe du Loup. L'Axe du Loup de Sylvain Tesson est bien plus qu'un simple récit d'aventure, c'est une véritable réflexion sur l'homme face à la nature, la solitude, la liberté et la quête de sens. À travers ce voyage en Russie, au cœur de la taïga, l'auteur nous emmène dans un monde où le silence, l'isolement et la confrontation avec l'immensité de l'environnement deviennent des catalyseurs pour une introspection profonde. Ce livre est une invitation à repenser notre rapport à la civilisation, à la modernité et à la société, et à redécouvrir les véritables sources de liberté et d'accomplissement personnel. Dès les premières pages, Tesson pose les bases de son exploration, non seulement du territoire russe, mais aussi du monde intérieur de l'homme. L'isolement dans la nature sauvage devient un miroir des réflexions humaines les plus profondes. La taïga, vaste et impitoyable, apparaît comme un lieu où l'on peut se défaire des distractions et des artifices de la société contemporaine, un espace où le seul nécessaire est de vivre l'instant présent, en harmonie avec les éléments. L'auteur nous invite à interroger notre rapport aux choses, que sont devenus nos besoins essentiels dans un monde où la consommation, les technologies et les exigences sociales gouvernent nos vies. À travers son expérience, Tesson nous montre que la liberté véritable ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans un retour à la simplicité, dans la maîtrise de soi et dans l'art de se détacher des contraintes imposées par la société. Il nous pousse à réfléchir à ce qui est vraiment nécessaire pour vivre une existence authentique, et ce qui relève des illusions modernes.
La solitude, loin d'être perçue comme un fardeau, est présentée comme une forme d'élévation spirituelle. À travers le silence de la nature, l'auteur se confronte à lui-même, à ses doutes, à ses désirs et à ses aspirations les plus profondes. Dans cet espace dépourvu de distraction, il trouve la clarté et la paix intérieure. En ce sens, la solitude devient un outil puissant de réévaluation de soi et des priorités de la vie. Tesson nous rappelle que pour atteindre une véritable liberté intérieure, il est essentiel de se libérer des bruits extérieurs et de se retrouver seul avec soi-même. Un autre aspect fondamental du livre réside dans la notion de discipline. Dans la nature, rien n'est laissé au hasard, chaque geste, chaque choix, a des conséquences directes. L'auteur nous enseigne que cette discipline, imposée par la dureté de l'environnement, est une forme de purification. Elle permet à l'individu de se concentrer sur l'essentiel, de prendre des décisions conscientes et de se libérer de la superficialité des préoccupations modernes. La rigueur nécessaire pour survivre dans cet environnement hostile se transforme en une forme de force intérieure qui, une fois acquise, peut être transposée dans d'autres aspects de la vie. Cette idée de discipline n'est pas une contrainte, mais un moyen d'atteindre une autonomie réelle, non seulement physique, mais aussi mentale. Au-delà de la quête de solitude et de liberté, l'axe du loup met également en lumière la relation intime entre l'homme et la nature. À travers ses observations, Tesson montre que la nature, loin d'être un simple décor, est un partenaire silencieux mais essentiel de notre existence. Elle nous offre une forme de sagesse que la société, dans sa frénésie, a souvent oubliée. Dans le regard porté sur la nature, l'auteur trouve une forme de vérité pure, une beauté sans artifice, qui nous invite à renouer avec l'essentiel. Il suggère que l'homme, dans sa recherche de sens, peut trouver dans le monde naturel une réponse à ses préoccupations spirituelles les plus profondes. Cette connexion avec la nature devient un moyen de se recentrer et de se libérer des illusions modernes. La réflexion de Tesson sur l'indépendance, quant à elle, est particulièrement frappante. Loin d'un individualisme forcené, il met en lumière l'idée que l'autonomie, tant matérielle qu'émotionnelle, est une clé pour mener une vie épanouie. Cette indépendance ne signifie pas l'isolement total, mais plutôt la capacité de faire face à la vie avec discernement, sans se laisser dicter ses choix par les normes sociales. En se libérant des attentes externes, on retrouve une forme de liberté plus pure, une liberté qui permet de vivre selon ses propres termes. Enfin, Tesson nous montre que l'homme peut trouver une forme de beauté et de sagesse dans la dureté de la nature. Dans cette rencontre avec l'inconnu, l'auteur se confronte à ses propres limites et à la réalité brute de l'existence. Ce n'est pas une invitation à fuir la société ou à rejeter les progrès de l'humanité, mais un appel à retrouver une forme d'équilibre, à ne pas perdre de vue l'essentiel au profit du superflu. Le livre nous incite à repenser notre manière de vivre, à revenir à l'essentiel et à nous reconnecter avec nous-mêmes, loin des distractions et des illusions de la vie moderne. En conclusion, L'Axe du loup est une œuvre profondément introspective qui nous invite à questionner notre place dans le monde. À travers le prisme de la nature et de la solitude, Sylvain Tesson nous offre une réflexion sur ce qui constitue une vie réussie, la recherche de sens, la simplicité, la liberté intérieure, et la sagesse. Loin de nous proposer un idéal de vie éloigné de la réalité, il nous montre que la véritable liberté se trouve dans l'authenticité, dans la discipline et dans la capacité à se détacher des besoins artificiels. C'est un appel à revenir à l'essentiel, à se reconnecter avec soi-même et à renouer avec les forces profondes qui nous habitent. Ce livre est un guide pour ceux qui cherchent à trouver la paix intérieure, à redéfinir leurs priorités et à retrouver une forme de liberté pure et authentique. Si tu souhaites te procurer le livre, le lien est dans la description. Merci d'avoir suivi ce résumé et abonne-toi pour ne rien manquer.